Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose deux figures héroïques radicalement opposées, puisque l'une est ancrée dans le réel, dans les faits historiques, tandis que l'autre est plongée dans l'imaginaire et la science-fiction. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, d'une deuxième partie et une vie. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je suis ravi de revenir encore une fois sur deux nouveaux films actuellement à l'affiche. Il y a d'abord Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, que j'avais l'intention de voir, mais ce n'était pas une priorité, tandis que Une vie de James Hawes, avec Anthony Hopkins, eh bien voilà, c'était ma priorité, d'autant qu'il y avait beaucoup de films sur la guerre actuellement, voilà, entre la zone d'intérêt, l'histoire des migrants avec Green Border, j'étais plutôt hypé de voir encore un nouveau sujet sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, j'étais beaucoup plus hypé par Une vie. Mais je vais commencer par ce que vous attendez probablement tous, mon avis sur le Dune deuxième partie. Alors, que dire? Je suis quand même content de retrouver ce personnage de Paul Atreides, même si je suis pas voilà, hyper non plus à fond dans cette saga. Hein. J'avais plutôt apprécié le premier dans la mesure où il permettait de rendre plus accessible cette histoire pour un plus large public et surtout rendre visuellement plus intéressant et peut-être de manière plus aboutie en fait, eh bien, tout l'univers en fait hein, du roman de Frank Herbert qui était peut-être un petit peu plus compliqué à l'époque de Lynch, hein, c'est ce que j'avais détaillé dans ma vidéo sur la première partie de Dune et c'est vrai que j'étais plutôt satisfait de cette nouvelle version 2021. Voilà, donc à la fin, voilà, nous retrouvions donc Paul Atreides qui débarquait chez les Fremen, qui se faisait accepter et qui commençait à rencontrer le personnage de Chani. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, la deuxième partie peut être peut-être un peu plus palpitante, un petit peu plus épique, etc. Donc c'est pour ça que j'avais envie de donner une chance donc à ce nouveau film, d'autant que il faisait beaucoup parler de lui, alors je me suis dit, c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, le nombre de suites qui ont voilà, surpassé le premier opus, il y en a beaucoup, hein, voilà, inutile de les rappeler, il y en a beaucoup, hein, c'est vrai, il y en a quelques-uns en tout cas dans des grandes sagas, et c'est vrai que voilà, je me suis dit, tiens, peut-être que là on tient un grand film, peut-être autonome, même si c'est une suite, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est vrai que la communication était bien faite autour du film, alors c'est vrai que ça donne envie. Toujours est-il que nous reprenons là où on s'était arrêté en fait dans la première partie, hein, c'est Paul Atreides qui eh bien, est avec Chani voilà, en plein désert en train de se protéger puisqu'il y a des attaques d'Harkonnen qui arrivent. Donc voilà, on est plongé in medias res, hein, comme on dit, directement dans l'action dans ce nouvel opus. Alors, ce que j'ai bien aimé quand même dans l'introduction, c'est que dès l'écran titre, hein, vous avez un espèce de bruit comme ça, genre bon, comme ça, en arrivant avec le logo de Warner Bros qui débarque, comme ça met tout de suite un coup comme ça dans le corps du spectateur comme ça qui est scotché à son siège. Donc d'un seul coup, voilà, on se dit tiens, c'est dès le départ, ça commence fort. Et puis donc on a donc ce discours. Alors c'est un discours Harkonnen, j'ai l'impression, qui a été sous-titré. Voilà, un truc un petit peu mystique comme ça. Et le film commence après. Donc ça veut dire que pendant les écrans titres, Denis Villeneuve essaye quand même de faire quelque chose. Donc c'est intéressant. Ça, j'aime bien le genre de film comme ça où même dès l'écran titre il se passe quelque chose. Voilà. Et donc on commence directement dans le désert comme ça avec ce soleil écrasant, tout ça. Donc c'est très esthétique. Hein. On retrouve évidemment donc l'esthétique très forte qu'il y avait dans le premier opus. Mais là, peut-être même encore plus surpassé. J'ai l'impression que, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant c'est le même directeur photo, c'est les mêmes intentions, tout ça, mais je pense qu'on est beaucoup plus dans le désert, en fait, c'est ça qui joue, et donc il y a un côté très épique rien qu'avec le désert, en fait, hein, c'est ce que tout le monde a dit, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression d'être dans Laurence d'Arabie, et voilà, alors moi, je suis un peu moins fan de la partition d'Hans Zimmer que certains, beaucoup parlent de la partition d'Hans Zimmer, oui, elle est correcte, elle est identifiable, mais c'est pas non plus le travail de Maurice Jarre sur Laurence d'Arabie, où c'est vraiment l'aventure, l'épopée, etc. Bon, évidemment, il y a quelque chose de singulier dans cette saga, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas aux autres sagas de grands films d'aventure ou d'heroic fantasy, comme par exemple ouais, Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai, voilà, il y a beaucoup moins de batailles, etc. Alors, moi, cet argument, c'est un truc que j'ai retrouvé parfois de dire que, voilà, justement, Denis Villeneuve ne tombe pas dans les codes du blockbuster traditionnel. C'est-à-dire que c'est ça qui en ferait, c'est l'argument pour dire que ce film est autorisant.
Moi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément justement le fait de ne pas mettre de bataille qui fait que d'un seul coup, c'est un film d'auteur. Enfin, la notion de film d'auteur est toujours assez tricky parce que y a toujours un auteur derrière un film. Et voilà, ça voudrait dire que dans ce cas-là, je sais pas moi, Peter Jackson n'est pas forcément un auteur parce qu'il y a beaucoup de batailles dans ses films. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ou alors, prenez un exemple encore plus, encore plus violent, Michael Bay n'est pas un auteur parce qu'il y a trop d'explosions dans ses films. Vous voyez ce que je veux dire? Or, non, ils sont tout de suite identifiables, leur patte est identifiable. Même chez les Wachowski, voilà, c'est pareil, les Wachowski, bah voilà, ça voudrait dire que sous prétexte qu'il y ait parfois un peu de surenchère d'action, d'un seul coup, voilà, c'est plus des auteurs pour autant. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec cette notion en disant que justement, comme il prend le temps, comme c'est un truc qui s'étire, qui traîne en longueur, comme ça, d'un seul coup, c'est plus autorisant. Pas forcément. Par contre, oui, c'est très singulier. La patte de Denis Villeneuve est singulière, ça c'est sûr. Voilà, hein. Je pense qu'il a réussi quand même à injecter sa personnalité de ce qu'on retrouve dans ses autres films, comme Premier Contact notamment aussi, il y avait quelque chose aussi de très lent dans la construction. Là, il y avait on apprivoisait comme ça les signes un peu venus d'ailleurs, donc il fallait décoder les messages, etc. Donc il y avait quelque chose qui prenait, ça avait du sens de prendre du temps. Voilà, il y a des films comme ça, même son film dont on parle jamais, Ennemi, c'est pareil, il y a des trucs un peu comme ça. Et voilà, donc dans toute sa filmographie, il y a ce côté-là, hein, vraiment, il a un rythme particulier en fait. Mais là, sur une épopée comme ça, j'ai eu un petit problème sur le rythme. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont très belles, c'est-à-dire le côté humain. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le départ, on est en fait dans l'histoire de Paul et de Chani, hein, respectivement interprétés par Timothée Chalamet et Zendaya. Et donc, c'est ce qui était absent du premier opus, forcément, puisque c'était à la toute fin, ils venaient de se rencontrer, et donc on n'avait pas encore assez d'éléments, ne serait-ce que pour juger aussi le jeu d'actrice de Zendaya, dans ce personnage, hein, je précise. Et là, c'est vrai que dès le départ, c'est ça qui m'a scotché. C'est-à-dire que c'est au-delà du fait d'être directement dans l'action, qui est plutôt appréciable parce que voilà, on retrouve les personnages là où on s'était arrêté, et qu'il y avait un enjeu hein, qui arrivait, c'est-à-dire la bataille avec les Harkonnen, ça y est, hein, avec Paul qui rejoint les Fremen pour les aider, avec ce dilemme toujours plus grand, hein, choisir entre sa mission justement et son amour pour naissant, hein, pour Chani et pour les Fremen, parce que c'est aussi une culture qu'il va devoir apprivoiser, c'est-à-dire que c'est encore une fois, on sent que Denis Villeneuve est un admirateur inconditionnel de Laurence d'Arabie, hein. D'ailleurs il s'en cache pas, j'ai vu une interview de lui hein, pour le Toronto Film Festival, c'est vrai que, voilà, il ne s'en cache pas. Alors, à la différence que, je vais reprendre ses propos, quand il parle justement de Laurence Arabi, hein, je reviens là-dessus, parce que forcément, épopée, désert, etc., on est obligé de penser à ce film-là. Il parle justement du fait que David Lean avait un équilibre très impressionnant entre l'ampleur, justement, l'épopée et l'intimité du voyage du personnage principal. Je trouve qu'il y arrive un peu, voilà, hein, c'est-à-dire qu'on sent qu'il veut retrouver un peu certains codes du cinéma classique, mais en apportant le côté très moderne, déjà rien qu'avec le numérique, hein, là on n'est pas en 70 mm comme dans Laurence d'Arabie, c'est quelque chose de très numérique évidemment, donc c'est des codes d'aujourd'hui beaucoup plus modernes, mais qui ne sont pas forcément voilà, moins intéressants pour autant, hein, je tiens à préciser, voilà. Mais c'est différent. C'est-à-dire que je trouve que certes, c'est très beau, c'est très visuel, tout le monde a parlé justement, à juste titre, du dispositif scénique, de la direction artistique. On croit véritablement à cette nouvelle planète, alors que voilà, il tourne dans le désert d'Abu Dhabi, hein, aux Émirats Arabes Unis, donc on pourrait reconnaître notre terre à nous. Non, on sent qu'on est sur une autre planète Arrakis, hein, bien sûr, on y croit. Les costumes aussi, c'est très crédible. La relation, le côté beaucoup plus humain par rapport au premier volet se ressent dans la première heure et demie au moins du film, je dirais, parce que le film a tendance à s'étirer, 2h46 c'est énorme. Et après, ça dépend comment on agence les choses, mais de par le montage et l'enchaînement des séquences, voilà, parfois on peut un peu décrocher au bout d'une heure et demie. Voilà, il faut vraiment tenir en haleine. Ce qui nous tient en haleine sur la première heure et demie, je dirais, c'est la relation entre Paul et Chani, et aussi la relation entre Paul et Stilgar, voilà, interprété par Javier Bardem, qui est le chef des Fremen. Là, ça fonctionne plutôt bien. Ce que j'aimais bien dans le premier opus, le vecteur d'émotion, c'était ce que je disais dans ma critique, c'était Dame Jessica, donc la mère de Paul, interprétée par Rebecca Ferguson. Là, je trouve que les deux vecteurs principaux d'émotion, c'est surtout Chani en numéro 1 et en second Stilgar. Voilà. Mais peu importe, c'est bien, c'est intéressant, il faut qu'il y ait
justement de nouvelles relations qui se tissent avec cette nouvelle culture, cet apprentissage. Donc dans la première heure et demie, j'ai plutôt été hypé, c'est-à-dire que très bonne idée aussi entre le premier volet où il fallait que Paul s'émancipe, hein, bien sûr, devienne adulte et se fasse accepter plus ou moins, enfin il y avait un début d'acceptation en fait chez les Fremen et là c'est la confirmation pour prouver qu'il est l'élu. Voilà, c'est un petit peu la nouveauté, c'est prouve-moi que t'es l'élu, hein, parce que Stilgar est un peu, voilà, il croit beaucoup en la prophétie. Faut dire que ces Fremen, bah voilà, qui sont seuls dans le désert, cette tribu qui est en plus de ça pris en sandwich, j'allais dire, hein, entre les Harkonnen et les Atreides, à ne plus savoir qui, voilà, qui croire, voilà, parce qu'il y a des histoires politiques, des histoires de grandes familles, des histoires voilà, qui veulent s'emparer de cette planète, on ne sait jamais pour quelle raison, on ne sait jamais quelles sont les intentions de l'un et l'autre. Les Atreides ont l'air d'être plutôt les gentils parce qu'ils se sont fait taper dessus par les Harkonnen pendant des années, avec évidemment la revanche de Paul hein, sur sa famille, puisque son père a été assassiné aussi par les Harkonnen, donc il y a une revanche pour lui. Mais il y a aussi cette culture Fremen et le fait de vouloir appartenir, hein, de vraiment se convertir, j'allais dire presque, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi un film qui a une dimension religieuse, une dimension écologique, une dimension politique, enfin voilà, on sent que ça calque sur évidemment sur nos problématiques de société, donc c'est fort, hein, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez fortes, qui sont issues du terreau, je vais dire, d'origine du roman de Frank Herbert, mais voilà, mais moi, de manière générale, voilà, avec toutes ces belles choses, en fait, dans la première heure et demie, donc comme je vous dis, ça fonctionne. On a des séquences marquantes. Déjà, on a ces histoires de vers de sable hein, qui sont attirées voilà, par ces sondes en fait sismiques comme ça qui sont plantées dans le sol, dans le sable et tout. Il y a des choses visuelles que vous allez retenir parce que ça, c'est des choses qu'il faut inventer, qui sont quand même bien vues. Il y a le côté où justement Paul Atreides va pour prouver qu'il est l'élu, chevaucher en fait un ver de sable. Et donc il y a une séquence magnifique, effectivement, qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc il y a certaines séquences que vous avez gardées en mémoire. Stilgar, en fait, m'a aussi fait penser, en fait, par sa croyance énormément à la prophétie, et le côté touchant qu'il en résulte. C'est-à-dire que parfois, on se demande si c'est pas aussi par désespoir, en fait, que ce personnage croit en la prophétie, parce qu'ils n'ont que ça, en fait. Hein, piégés entre des personnes, voilà, des personnes au-dessus d'eux qui décident pour eux de leur sort, du destin d'Arrakis, etc. Donc, effectivement, c'est presque, on se demande parfois par désespoir, mais c'est beau, il y a quelque chose d'humain, comme un peu Morpheus hein, dans la saga Matrix. C'est un peu pareil, ça m'a fait penser, ce personnage m'a fait penser énormément à Morpheus, hein, avec cette ferveur aussi, hein, de se dire, voilà, c'est l'élu, de faire... il manque plus que la grande soirée de Reloaded, hein, avec cette fête, voilà, fête d'orgie et de vin, voilà, de soirée, de je sais plus, d'alcool, etc. Enfin, un truc de fou, hein, comme vous voulez, de danse notamment. Voilà, il manquait plus que ça en fait. Et c'est vrai que voilà, il y a des points communs en fait entre Stilgar, je trouve, et Morpheus. Et donc voilà, on retrouve des codes de grandes sagas, hein, pour dire de science-fiction. Effectivement, les codes où il y a une prophétie, il y a un élu, il y a un chemin à parcourir, un parcours initiatique, l'aventure, etc., l'épopée, voilà. Mais Denis Villeneuve choisit plutôt d'être en retenue, hein, bien entendu, c'est-à-dire de ne pas proposer, évidemment, de grandes batailles épiques comme on aurait été en mesure d'attendre, finalement, puisque le premier volet fait toute l'origin story finalement. Donc on est plutôt en mesure d'attendre un second volet qui soit peut-être un peu plus voilà, dans les grandes batailles, etc. Il n'en est pas rien, mais quasi rien. Voilà, puisque c'est sur autre chose, c'est un peu plus psychologique, ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup que les films sont plus psychologiques, mais ça fonctionne surtout, je vous dis, sur la première partie du film. Sur la deuxième partie du film, on a une avalanche de nouveaux personnages qui sont un peu vite expédiés, et qui arrivent un peu trop tard à mon goût, c'est-à-dire que bah, voilà, le nouveau méchant interprété par Austin Butler, il est incroyable visuellement, voilà, physiquement, on sent vraiment le taré, enfin le fou, enfin voilà, il l'interprète vraiment bien, mais je trouve qu'il arrive un peu tard. Quand on introduit un méchant quand même dans des grandes sagas, s'il n'arrive pas assez tôt dans le métrage, ou qu'on l'introduit pas énormément, bah, la bataille finale, j'ai envie de dire, le combat final tombe un peu à plat. Et surtout s'il n'a pas été pensé véritablement en termes de mise en scène. Parce que là, franchement, le combat entre Paul donc, et ce Feyd-Rautha, de mémoire, voilà, c'est ça, donc le nouveau méchant, là, franchement,
c'est pas palpitant, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment la retenir, quoi. C'est un combat lambda comme c'était avec n'importe quel sbire, en fait. Et bien, ça m'a fait penser, justement, cette fin, avec ce combat un peu expédié, comme si on s'en foutait un peu, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui intéresse Denis Villeneuve, donc le combat, on va le penser, bon bah voilà, vous vous battez, il y en a un qui gagne et ça dure 2 secondes. Voilà, donc il le pense pas, je trouve pas qu'il le pense véritablement, ce combat. Et c'est un peu la même chose à la fin du premier volet avec Stilgar, où il doit affronter Stilgar pour se faire accepter. Et voilà. Donc je trouve qu'il y a des choses qui sont mieux que le premier volet, mais il y a aussi les choses négatives, je trouve, les petits points négatifs que j'avais soulignés dans le premier, qui se retrouvent encore quand même dans la deuxième partie du second. C'est comme s'il revenait un peu, pas sur ses erreurs totalement, mais sur ses acquis du premier volet. Je parle encore une fois de la deuxième partie. Hein. Voilà, donc je vous dis, la première heure et demie, ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que le déclic, donc c'est l'histoire du nouveau méchant qui arrive, c'est là que ça bascule un peu, et aussi surtout avec l'avalanche de visions. J'essayais de me poser la question, qu'est-ce qui cassait ce rythme un peu dans ce film ? Le nombre de visions qui vous répètent chaque fois ce qui va arriver, ou ce que craint Paul, en fait, quelque chose qui va arriver, qu'on ne voit jamais arriver, puisqu'évidemment, il va y avoir un troisième volet. Faut rappeler aussi que c'est aussi légitime, hein. Il y a eu 6 ouvrages de Dune, donc pourquoi pas. Voilà, ces visions répétitives qui annoncent toujours quelque chose de dramatique qui arrive et qui n'arrive jamais, parce que là, sur 2h46, et voilà... Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est répétitif. Voilà, je pense que dans la narration, dans l'avancée de cette histoire, il y a des choses qui sont un peu rébarbatives. Voilà. Je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé un tout petit peu à décrocher. Voilà. C'est dommage parce que, comme je vous le dis, dès le début, vraiment, j'étais plongé dans le film. Voilà, c'est vraiment en plein milieu que d'un seul coup, je suis retombé, ou peut-être pas vraiment le milieu, mais on va dire à partir des 3/4. Je pense que voilà, j'ai tenu 2 bonnes heures, mais alors les dernières 46 minutes, c'était un petit peu plus assommant. Voilà, je vous dis, hein, j'ai commencé à fléchir un peu. Voilà. Donc, encore une fois, cet argument de dire que Denis Villeneuve, évidemment, j'adore Denis Villeneuve, c'est pas le problème, il a quelque chose de très singulier, une patte singulière qui est vraiment, j'adore, hein, vraiment son travail sur tous ses films, de toute façon, tout ce qu'il a apporté. Alors, Blade Runner, au niveau visuel, j'ai adoré. Après, je suis moins fan du fait de faire revenir Rick Deckard, hein, Harrison Ford. Je trouve que dès le départ, l'idée est dommage, puisque l'intérêt du premier opus de Blade Runner, c'était de justement pas révéler la suite, de laisser un mystère autour du personnage. Voilà. Donc c'est dommage. Puis l'histoire de est-il un répliquant, etc. Donc c'était dommage, ce projet de base, c'était dommage. Par contre, Denis Villeneuve, par rapport au cahier des charges, il a fait un boulot extraordinaire. Extraordinaire. Donc vous voyez, je casse pas du tout le travail de Denis Villeneuve. C'est un plasticien de l'image. Ses images sont folles. Son dispositif scénique et vraiment voilà, tout ce qu'il y a dans le cadre, en fait, tous les éléments du décor et tout ont été pensés, vraiment, il y a un travail de fou sur ce film, hein, bien sûr. Donc il y a énormément de qualité. D'essayer aussi de pas trop oublier son personnage principal, c'est pas mal, mais il reste toujours un peu de distance. Voilà, je dirais que ce qui me manque aussi, c'est qu'il y a toujours un peu une distance avec le perso principal qui fait qu'on peut jamais vraiment être ému et de les sentir en danger. En fait, comme on les sent pas constamment, véritablement en danger, parce qu'ils se sortent des situations finalement... parce qu'il faut qu'il s'en sorte, parce qu'il faut que le film avance, c'est-à-dire qu'on sent pas véritablement des moments où le personnage souffre, où le personnage a véritablement du mal à avancer dans sa quête. Non, les choses vont plutôt bien, les choses avancent plutôt correctement. On le sent pas vraiment en danger. Alors, on le sent en danger, mais je veux dire, dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'on sent pas vraiment le héros qui souffre, qui peine, qui a 2 doigts de ne pas réussir sa mission. On le sent pas, en fait. Voilà. On le sent pas trop. Voilà. Je trouve qu'il arrive plutôt à chaque fois à gérer toutes les situations. Comme par hasard, il se sort directement de l'histoire du ver de sable. Bon, je sais qu'il y a l'idée que c'est l'élu, etc. Voilà, très bien. Mais même Neo dans Matrix, il y a une première fois, il tombe. Il y a une première fois, voilà, on met de l'ambiguïté sur est-il un élu ou pas. Enfin voilà. Et je trouve qu'ici, les choses avancent parce qu'elles doivent un peu avancer. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que on a une histoire qui est bonne, en fait. On a une histoire qui est bonne. Moi, je ne suis pas fan, en fait, de base, du roman de Frank Herbert. Je vous le dis, voilà, il y a des choses dans la science-fiction qui m'excitent plus que ça. Bon, des histoires de tribus qui se font la guerre, bon, voilà, je peux comprendre que certains y trouvent un certain plaisir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que l'histoire de base m'ont jamais vraiment passionné. Voilà. Mais je trouve que Villeneuve, quand même,
à essayer de mettre un peu de relief quand même, au moins dans la relation entre Paul et Chani, dans la relation entre Paul et Stilgar. Donc voilà, il y a des choses positives. Voilà. Après, je trouve que, en fait, à chaque fois, le problème de ce film, c'est de chaque film, et j'ai l'impression que ce sera pareil sur le troisième, c'est qu'on sent qu'il y a un peu un teasing de personnages qui seront plus importants dans le prochain. Donc à chaque fois, en fait, on sent les personnages qui vont arriver dans le troisième, qui seront plus développés. Mais du coup, parfois, on se demande pourquoi véritablement les montrer si, finalement, c'est juste pour les teaser pour le prochain, quoi. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le personnage de Florence Pugh, donc il interprète la fille de l'empereur qui est promise à Paul, mais Paul aime Chani. Du coup, ça fout tout un bazar parce que Paul doit choisir. Il a un grand dilemme entre son amour pour cette Fremen, son amour authentique, et l'autre, on va dire, ce mariage arrangé qui pourrait arriver et qui lui permettrait d'avoir les fonctions nécessaires après pour régler tout un tas de choses au niveau politico-social, j'ai envie de dire, vis-à-vis d'Arrakis, de l'Imperium au sens général, et voilà. Donc, voilà, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est pas plus développé que ça, en fait. C'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans l'attente du suivant. Et c'est ça qui me peine un peu, c'est qu'on arrive au bout du film, il faudrait quand même que certaines choses soient résolues. Là, voilà, donc voilà, je reste un peu sur ma faim, et je trouve que le rythme, je suis désolé, hein, bien qu'effectivement, en cassant le rythme, on dit qu'on réinvente le blockbuster parce qu'on fait quelque chose de plus lent, etc. Bah, je suis désolé, mais il faut aussi avoir un dosage un peu... Enfin, Dieu sait qu'il essaye, en fait. Dieu sait qu'il essaie pourtant et qu'il fait tout pour... Mais parfois, voilà, je trouve qu'on est dans une séquence, on passe à une autre, il y a quelque chose qui s'enchaîne pas forcément de manière très fluide, je trouve. Voilà. On revient sur Dame Jessica qui va prendre donc l'eau de vie, il y a tout un truc avec l'eau de vie, avec son bébé, vous verrez, il y a une communication, il y a un truc, j'en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir des choses qui peuvent être intéressantes, avec des prémonitions, mais ces prémonitions sont un peu toujours répétitives, et voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui font que ça stagne un peu au niveau de rythme, ça repère un peu en termes de rythme. Voilà, donc voilà, je dirais pas, voilà, ce n'est pas un mauvais film, attention, et voilà, j'encouragerais toujours de toute manière, voilà, n'importe quel type de spectateur d'ailleurs, tout confondu, mais j'encourage évidemment à ce que les gens voient ce genre de film en salle, bien sûr, parce que trop rare, voilà. Mais je voudrais pas que, sous prétexte de rareté, parce qu'il y a trop peu de films comme ça, eh bien, dès qu'il y en a un, en fait, qui sort un peu du lot, tout de suite, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et je pense que c'est un peu le piège. Je pense qu'on a tendance souvent, voilà, à crier au chef-d'œuvre dès qu'on voit quelqu'un réussir. C'est vrai que par un certain miracle, hein, il faut bien l'avouer, à faire déplacer le grand public pour voir des sagas qui vont raconter d'une manière très différente en fait, hein, c'est-à-dire qu'on sort hein, du côté uniformisé, j'allais dire, hein, de certaines grandes autres sagas, notamment évidemment dans les sagas super-héroïques d'ici, mais peut-être surtout Marvel, parce qu'encore d'ici ces derniers temps c'est plutôt bien débrouillé, hein, évidemment. Inutile de rappeler Joker, The Batman, voilà, donc évidemment, hein, comprenez-moi bien. Mais parfois, il y a aussi, surtout chez Marvel, hein, disons-le évidemment, de toute façon il y a une saturation, je pense que les gens l'ont vu, il y a une saturation actuellement qui fait que je pense que les spectateurs sont davantage, et ça c'est la grande bonne nouvelle finalement de la naissance de ces films et de leur succès, c'est que ça fait naître, eh bien, revivre en fait à nouveau engouement pour des blockbusters d'une certaine trempe, d'une certaine exigence qui est quand même salutaire. Hein. Moi, je trouve que la grande force, finalement, c'est presque autour du film. C'est qu'il y ait des films comme ça qui marchent, en fait, tout simplement. Après, le film en lui-même, est-ce que c'est une bombe pour autant ? Voilà, je pense que c'est un film de bonne facture, qui bénéficie aussi d'un bon budget, qui est bien utilisé. Je pense, par contre, sur la direction d'acteur, je suis un peu désolé de le dire, mais j'ai pas toujours été 100% convaincu.
Je sais que c'est un peu le chouchou en ce moment, Timothée Chalamet, mais parfois je trouve que c'est un peu forcé. À un moment donné, il va se mettre hors de lui, il va crier, il va prendre comme si il prenait, comment dire, confiance en lui, vous voyez, et puis il veut montrer qu'il est, que c'est un grand homme, qu'il a le pouvoir, qu'il peut vraiment mener tout un peuple derrière lui. C'est la grande révélation, et je trouve que parfois c'est un peu forcé. Voilà, je trouve pas ça de manière très naturelle dans la manière en fait où il sort ça. Je sais pas si c'est la manière dont il dirige. C'est vrai que Denis Villeneuve est très certainement axé, mais c'est vrai que ce genre de film aussi l'exige, sur la technique, peut-être parfois au détriment voilà, de la direction d'acteur, voilà, je sais pas. Pourtant, Zendaya fait très bien son job, donc je sais pas. J'ai un peu de mal à savoir si c'est totalement Timothée Chalamet ou pas, mais parfois, voilà, je l'ai trouvé bon dans certaines séquences, mais c'est pas homogène partout. Voilà, je trouve pas que ce soit homogène sur tout le métrage. Voilà, je trouve que parfois, on retombe dans les codes dont je parlais dans le premier film, c'est-à-dire des codes où on dit parfois des choses avec un certain sérieux, une gravité, un truc où on se prend un peu au sérieux dans l'acting, et ça fait quelque chose d'un peu artificiel parfois. C'est dommage parce que parfois c'est très humain, tout le début est très humain, on sent que les acteurs, il y a quelque chose d'organique, de vrai, ils se parlent, il y a quelque chose de... Voilà, ça transpire, il y a de l'organique. Et dans la deuxième partie, on retombe dans des codes où c'est un peu plus froid, distant, avec des personnes voilà, qui débitent un texte comme ça de manière un peu trop sérieuse et du coup, ça rend un peu certaines séquences un peu plus artificielles. Donc voilà, c'est pas toujours homogène dans le côté humain, en fait. Voilà, c'est ça, le côté humain, en fait, des personnages, en fait. Hein, l'âme des personnages. Parfois, elle se révèle, l'âme des personnages, et parfois, elle est de nouveau contenue, j'ai l'impression, dans la manière de diriger, dans la manière d'agencer certaines séquences, surtout, et je le répète encore, dans la deuxième partie, hein, on pourrait scinder le film en deux, parce que voilà, c'est un métrage qui est très long. Voilà. Donc, comme je le disais hein, aussi dans ma première vidéo, c'est que évidemment j'avais envie de voir quand même ce film, c'était pas une priorité, je le rappelle, mais je comptais quand même le voir, dans la mesure où ça ressemblait véritablement à un film de 5 heures découpé en deux, clairement. Hein, quand on voit la première partie, c'est ça. On a envie quand même de savoir qu'est-ce qui va arriver hein, à la fin du premier, qu'est-ce qui va advenir de Paul et Chani. Voilà, et comment cette romance, cette histoire va s'agencer. Voilà, comment ce couple va être mis à mal aussi par tout un tas de choses qui vont polluer au niveau politique, religieux, j'allais dire. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes en fait qui calquent avec notre société encore une fois. Et en plus de ça, nous avons une figure héroïque qui est quand même plutôt intéressante parce que ambiguë. Parce que là aussi, il y a peut-être chez Paul quelque chose, oui, le dilemme aussi entre le pouvoir, l'amour, vous voyez, le côté opportuniste, le pouvoir. Donc ça, c'est intéressant, peut-être ça aurait pu être davantage développé, vous voyez. Et ça voilà, peut-être ça manque un petit peu de vraiment travailler sur ce côté psychologique-là, en fait. Parce que si c'est ça aussi... si beaucoup se réjouissent que ce film, justement, propose quelque chose d'autorisant, entre gros guillemets, hein, comme je vous dis, eh bien, dans ce cas-là, justement, qu'il y aille à fond et qu'il développe beaucoup plus la psychologie du personnage, peut-être, voilà. Mais il y a un début, on y accède un petit peu, mais je pense que ça pourrait aller encore un peu plus loin, voilà, dans la psychologie. Parce que le cinéma, c'est aussi et avant tout des émotions, et bien je n'ai pas été envahi ou submergé par une émotion en particulier sur le final. Je n'ai pas versé ma larme, je n'ai pas été pris dans quelque chose d'haletant suffisamment, en tout cas pour moi, sur le final. C'est-à-dire que c'est presque une absence de climax que propose Denis Villeneuve dans son film et son final. Un peu comme le film précédent d'ailleurs. C'est-à-dire que la fin du film sert surtout à introduire les futurs enjeux qui vont être développés dans les prochains films. Voilà. Et je trouve que ça a un peu deux fois la même construction qu'ils proposent en fait entre le premier et le second. Ils sont quand même globalement un peu construits pareil malgré tout. À part que on est un peu plus proche quand même de la psychologie des personnages et de leurs relations un tout petit peu plus. Voilà. Je pense que cette confrontation entre les deux cultures, Atréides et Fremen, joue beaucoup en fait. Ça aurait mérité d'être un peu plus développé pour qu'on puisse s'attacher davantage aux personnages et qu'on s'intéresse un peu plus à leur sort. Toujours est-il que ça reste un film intéressant, valable, voilà, je pense que ça fait du bien. Je pense que ces derniers temps, je vais revenir de manière générale sur ce début d'année,
2024, il y a de très très belles pépites. Je trouve qu'en plus, les Oscars cette année, j'ai l'impression que ça a été plutôt suivi. Là, pour revenir au premier film, comme La Zone d'intérêt, comme Pauvre créature, comme Oppenheimer, des films qui, voilà, ces derniers temps, je veux dire, il y a eu quand même des films qui ont été vus, qui ont quand même une dimension autorisante, hein, pour reprendre ce terme, très très forte en fait. Et là, on sent quand même que le grand public, hein, je parle même du grand public qui se déplace dans la salle de cinéma, et ben voilà, ils sont arrivés à saturation de ces trucs uniformisés, on leur propose toujours la même chose. En plus, ils avaient peut-être tendance aussi à avoir un film dans l'année, c'était soit Star Wars, soit un Marvel. Et là, on leur propose, voilà, je trouve, ils ont envie de découvrir, j'ai l'impression, parce que les salles, quand même, à la sortie, sont combles. Hein, on affiche complet pour la zone d'intérêt ou Pauvre créature à sa sortie. C'était quand même étonnant. Voilà, donc voilà, donc c'est une belle réussite pour ça. Ceux d'une deuxième partie, c'est pareil, c'est intéressant. Voilà, parce que c'est quand même un pan de la science-fiction que Frank Herbert a marqué aussi, hein, comme d'autres, hein, comme Philippe K. Dick par exemple. Philippe K. Dick, on a eu je sais pas combien d'adaptations, et puis après, sinon, en dehors de la science-fiction, il y en a des grands aussi comme Stephen King dans le fantastique, hein, je précise, évidemment, c'est pas pareil, mais ce sont des grands auteurs qui ont été surexploités au cinéma, et ça fait pas de mal voilà, d'avoir un peu plus de nouveaux auteurs comme ça qui ont peu été adaptés. Donc, voilà, il y a des choses positives. Et ce film, quand même, voilà, va quand même proposer des choses assez grandioses visuellement et qui ne sont pas, comme je le disais, par exemple, pour Avatar 2, justement, qui lui aussi était attendu au tournant, après 13 ans d'attente quand même, on s'attendait à peut-être un peu plus de réflexion que ça, et qui était un peu contemplatif, qui était un peu comme ça dans ce que j'appelle un peu l'effet écran de veille, où oui c'est joli, mais ça raconte pas grand-chose. Voilà. Et je trouve que effectivement, Dune quand même en comparaison, eh bien, raconte beaucoup plus de choses. Voilà. Donc effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est un bon film. J'ai juste quelques réserves dont je vous ai parlé, mais ça reste un bon film. Et malgré tout, je vous recommande, parce que comment ne pas vous recommander tout de même de plutôt pousser vers ce genre de film, hein. Comprenez-moi bien, c'est pas forcément, je vous dis, allez voir forcément Dune deuxième partie, c'est pas ça. Mais je ne peux qu'encourager en tout cas la démarche d'aller vers ce genre de film, comprenez bien, voilà. Mais effectivement, il s'agit tout de même d'un bon film, voilà, donc c'est quand même globalement réussi, et déjà, j'ai envie de souligner, pour terminer, que c'est quand même supérieur, un peu supérieur à mon sens, que le premier. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de très positif. Je passe maintenant au second film du jour, et là aussi un acte héroïque, puisqu'il s'agit de Une vie, de James Hawes, que l'on connaît globalement du petit écran. Il a travaillé notamment sur les séries Black Mirror et Penny Dreadful, et il nous propose ici de révéler sur grand écran au cinéma l'histoire de Nicholas Winton, incarné par Anthony Hopkins dans le film. De nos jours, en tout cas on le montre voilà, plutôt dans une époque récente, où il est donc âgé, hein, donc incarné par Anthony Hopkins, et qui va eh bien, ruminer un petit peu sa culpabilité de ne pas avoir pu sauver davantage de juifs qu'il aurait espéré, notamment à cause d'un 9e convoi, hein, un 9e train, dont voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vrai qu'il a sauvé énormément d'enfants juifs, évidemment. C'est une histoire très touchante, hein. C'est un petit peu le Schindler britannique, hein, comme il a été surnommé, hein. C'est une histoire qui a mis du temps à être révélée. Alors, je crois qu'on est en 88 quand même, hein. Oui, je dis de nos jours, mais on est en 88, puisque ça correspond au moment où Nicholas Winton va révéler dans une émission de télévision eh bien, son histoire, voilà, avec documents à l'appui, hein, bien sûr, parce qu'il a une mallette toujours avec lui, avec toutes ces reliques, j'ai envie de dire, entre guillemets, de cette époque, hein, avec tous les portraits des enfants qu'il a sauvés et des familles juives, à Prague, en 1938, où il sentait, évidemment, les nazis arrivaient, donc il y avait, c'est un petit peu sauf qui peut avant qu'ils arrivent, en gros. Et donc Nicholas Winton, banquier britannique, qui débarque à Prague, découvre les camps de réfugiés et se dit que tiens, il faudrait peut-être agir avant que les nazis arrivent, voilà, et donc de sauver ces enfants, majoritairement juifs, hein, pour la grande majeure partie. Et donc il va organiser comme ça des convois, des départs comme ça en train pour rejoindre Londres, en fait, voilà, pour qu'ils puissent rejoindre Londres. Alors, l'histoire est très touchante. C'est vrai que le film est
plutôt académique hein, dans sa manière de raconter cette histoire. C'est vrai que dans la réalisation, dans la mise en scène, nous retrouvons quelque chose de très académique, assez tire-larme, hein, je dois dire, mais qui a le mérite de mettre en lumière, en tout cas, eh bien, l'histoire de cet homme. C'est déjà ça, voilà. C'est pas voilà, je dis d'emblée, hein, c'est pas un grand film. Hein, voilà, on est évidemment pas au niveau de Spielberg avec la liste de Schindler, bien entendu, hein, où là il y avait un travail avec ce noir et blanc, cette petite fille en rouge comme ça qui représentait la prise de conscience, hein, vous savez, de Schindler, hein, de la barbarie nazie par Schindler. Il y avait des codes comme ça d'un langage cinématographique qui faisait que ça racontait beaucoup de choses rien qu'avec la mise en scène en fait. Hein. Là, ici, non, la mise en scène est assez voilà, sommaire, simple, plutôt classique comme je vous le disais, c'est-à-dire convenu, même j'ai envie de dire convenu, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un gros mot, mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire que bon, mis à part des flashbacks et d'avoir décidé de raconter cette histoire, eh bien, à notre époque voilà, contemporaine, avec donc, le Nicholas Winton âgé, donc, qui ressasse eh bien, sa culpabilité de ne pas avoir pu sauver tous les juifs qu'il aurait voulu sauver, eh bien, voilà, et avec des flashbacks, entrecoupés de flashbacks, où on découvre donc Nicholas Winton jeune. Et donc, je vais vous révéler, je vais vous donner le nom de l'acteur justement qu'il incarne donc à la période de 1938, Johnny Flynn. Voilà. Tout ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité, évidemment, vous en doutez. Mais cette histoire, c'est aussi pour ça qu'elle est bouleversante, c'est que c'est un personnage héroïque, bien entendu, qui a sauvé tous ces juifs, évidemment. Mais en même temps, voilà, il est tellement humain et tellement bon que voilà, il pense aussi à tous ceux qu'il n'a pas pu sauver. Donc voilà. Donc ça, c'est très très beau, effectivement. Mais c'est vrai que dans sa représentation, je dirais un petit peu des camps, les séquences en flashback, notamment, où il y a certes une bonne reconstitution globalement, mais on sent que c'est un petit peu propre. C'est pas assez crasseux, j'ai envie de dire, dans sa manière de raconter, et assez réaliste, hein, j'ai envie de dire, de montrer, en fait, comme ça, ces camps de réfugiés. Il y a quelque chose d'un peu trop lisse, à mon sens, voilà, qui fait qu'effectivement, c'est un film qui est calibré pour le grand public et pour même public familial. On peut y aller en famille hein, pour voir ce film. Donc, mais voilà, c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus que ça. En termes d'image, voilà, il n'y a pas dans le langage cinématographique plus de trouvailles que ça. Alors on a Anthony Hopkins comme ça qui regarde voilà, avec ses photos hein, comme ça de tous ces enfants qu'il a pu sauver. On a dans le reflet de ses lunettes comme ça toutes les personnes qu'il a pu sauver. Mais il n'y a pas énormément de choses, vous voyez, au niveau visuel qui fait que les images raconteraient véritablement quelque chose. C'est plutôt les péripéties. Les dialogues qui racontent véritablement cette histoire plutôt que la mise en scène. C'est un petit peu dommage là-dessus. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé dommage, alors vous allez me dire, on n'est pas obligé de la regarder en amont. Bah oui, mais quand vous êtes au cinéma, que vous allez voir des films, les bandes annonces, eh ben vous y échappez pas. Voilà, vous pouvez pas sortir de la... Enfin, c'est compliqué de sortir de la salle pendant une bande annonce, de revenir. Bon, sachant que vous partez pas du principe que la bande annonce va tout spoiler. Et c'est vrai que j'ai un petit souci avec la bande annonce d'une vie, hein, c'est que le climax du film est totalement spoilé. Alors moi, vous me connaissez un petit peu, vous savez que le spoil, pour moi, c'est pas si dérangeant que ça. Ce qui m'importe, c'est de la manière dont est fait le film, en fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas très grave. Mais là, dans ce cas précis, quand même, c'est un peu toute la force du film. Ça va être quand même ce final avec cette émission qu'on voit dans la bande-annonce. Hein. Donc moi non plus, je spoil pas, vous voyez. Ouais, c'est ça un peu le moment fort, c'est quand on voit ces personnes se lever. Voilà, quand il y a la fameuse question, hein, vous le voyez dans la bande-annonce, encore une fois, de cette journaliste qui dit, voilà, et vous, dans le public de l'émission, combien êtes-vous à avoir été sauvé par Nicholas Winton? Et là, vous voyez donc les personnes se lever. Bon, là, c'est dans la bande-annonce. Bon, comment spoiler en 2 minutes un film, en fait? C'est un peu dommage, voilà. Alors évidemment, dans le biopic, on peut se permettre, parce que l'histoire est censée être connue, mais cette histoire, je suis désolé, elle est méconnue, justement. Et c'est ça l'intérêt du film, c'est qu'elle était méconnue. Donc si on commence à montrer le climax dès le départ, avec cette séquence qui était très belle et qui donnait peut-être à beaucoup d'entre vous aussi l'envie d'y aller, moi c'était mon cas, et d'un seul coup ça tombe un peu à l'eau, quoi. Alors pas totalement, parce que l'histoire est quand même très bouleversante, et qu'il y a un petit peu autre chose sur le final, ça creuse un petit peu plus, mais pas tellement plus. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, voilà. Tout l'intérêt du film, globalement, vous l'avez en condensé dans la bande-annonce, quoi. Donc voilà, il n'y a pas tellement plus en se déplaçant, il y a un petit peu plus, si on veut,
il y a guère plus quand même, il y a guère plus. Franchement, c'est intéressant de le voir, voilà, je pense que c'est bien d'aller le voir, mais ça ne va pas marquer véritablement le cinéma, voilà, parce qu'il n'y a pas une proposition suffisamment singulière et originale pour raconter cette histoire. Voilà. Je pense que de base, cette histoire, certes, est très belle, mais c'est vrai que pour remplir un long métrage de 2 heures, voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Hein, attention, hein, je ne dis pas que c'est évident de raconter cette histoire en 2 heures et de faire un film, voilà, haletant comme ça, prenant. Voilà, parce que c'est vrai qu'à filmer. Bah, quand vous montrez quelqu'un finalement qui voilà, a organisé finalement des départs en train comme ça pour sauver des gens, bon, bah, ça peut être un peu répétitif aussi dans le processus de mise en scène pour raconter ça justement. Donc voilà, donc c'est pas évident. Je pense que globalement quand même James Hawes a réussi à au moins raconter cette histoire. Voilà, on va retenir cette histoire. On va pas retenir un grand film, ça c'est évident, mais on va retenir cette histoire. Voilà, il aura au moins réussi. C'est au moins la vertu de ce film, à passer le message autour de Nicholas Winton. Voilà, ce qui est déjà pas mal, voilà. Donc c'est toujours mieux que de se planter avec une proposition très complexe, vous voyez. Bon, et peut-être de se viander plus parce que justement, il n'aura pas tenu son originalité jusqu'au bout. Voilà, alors c'est bien de sortir des sentiers battus, mais on peut aussi voilà, on peut aussi tomber sur... on peut se casser la gueule, quoi, en gros. Et là, non, je pense qu'évidemment, il n'a pas pris de risque. Alors, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Il n'a pas pris de risque pour raconter cette histoire. Mais ça a le mérite, voilà, de passer le message. Voilà, ça passe le message. On retient cette histoire, plus que le film lui-même. Mais voilà, ça a au moins le mérite de ça. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est que... Bah, quand on raconte un fait historique, un biopic, tout ça, bon bah... Oui, il y a au moins le devoir de mémoire, qui est rempli, mais voilà, ça, quand on est exigeant aussi quand même, qu'on est cinéphile, qu'on a quand même une connaissance du langage cinématographique, quand on a vu aussi ce qui s'est fait aussi d'autres et peut-être de mieux dans cette thématique-là, de la Seconde Guerre mondiale, évidemment du sort des Juifs, de la Shoah, etc., bon, bah, on est en mesure, évidemment, d'attendre un petit peu autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que si on part du principe que ce film n'avait pas d'autres prétentions que de raconter bah, l'histoire de cet homme, simplement, voilà, sans effet, sans trop d'effets, en fait, bon, bah, la mission est remplie, vous voyez, mais on est quand même en mesure d'attendre un petit peu plus. Voilà. Et je pense que, voilà, globalement, ce qui s'est dit autour du film est plutôt juste. C'est-à-dire que, voilà, personne ne va dire que ce film est totalement mauvais. Mais on est quand même en mesure d'attendre quand même un tout petit peu plus de prise de risque, un tout petit peu plus d'originalité, et peut-être aussi d'essayer d'être un peu moins lisse quand même. Au moins dans la représentation quand même de la misère, parce que cette misère quand même est un peu édulcorée. On comprend évidemment que le but c'était pas voilà, c'était de préserver au maximum le public familial, bien sûr. On sent que la production, voilà, faisait plutôt attention à ça. On le sent quand on voit le film, on le sent. C'est faites attention quand même que ce soit pas trop violent. Le but c'est de montrer un héros, que ce soit beau, que ce soit un peu le film tire-larme du dimanche. Voilà, vous voyez. Bon, c'est un petit peu ça le truc. Mais quand même, après voilà, sur l'histoire, moi je me suis quand même intéressé à l'histoire. Voilà, je trouve que elle a le mérite d'avoir été racontée. C'est bien de mettre au moins voilà, sur ce devoir comme ça de révéler voilà, des grandes histoires autour de la Seconde Guerre mondiale, des choses qui sont méconnues encore, parce qu'il y a toujours des choses qui sortent, et parfois après coup, pour des raisons voilà, géopolitiques, voilà, et enfin qu'il y ait des choses qui soient révélées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont gardées secrètes pendant des années et qu'on a plaisir à découvrir justement par eh bien, le médium, ce médium qu'est le cinéma. Et c'est vrai que voilà, au moins pour ça, voilà, je souligne quand même l'intérêt de ce film, en tout cas le fait qu'il existe a son importance. Voilà. Après, il y a peut-être une autre manière plus originale, plus singulière de raconter cette histoire. Voilà. Toujours est-il que voilà, ce n'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui ne prend pas de risque. Voilà. Donc c'est un bon film, voyez-le si vous voulez. Voilà, je vous recommande quand même
Au moins pour cette histoire, pour Anthony Hopkins quand même, qui fait quand même le job. Faut dire quand même qu'à son âge, moi je suis quand même content de le retrouver. C'est vrai que ces derniers temps, voilà, chez Florian Zeller, il a été très bon, aussi chez James Gray, même s'il n'a pas un temps de présence énorme, mais quand même. Voilà, donc c'est quand même un Anthony Hopkins récent. Voilà, intéressant tout de même. Voilà, ça fait plaisir de le voir dans des rôles importants, intéressants, et en plus de là, qui sont d'intérêt public, hein, là pour le coup, hein, avec un fait historique. Voilà, donc moi, voilà, je suis quand même content, c'est quand même réjouissant. C'est un peu le truc, peut-être un peu facile évidemment, dans sa manière de raconter cette histoire, mais ça a le mérite d'exister, voilà, et de révéler au grand jour cette affaire, voilà, qui est quand même très très belle, et en même temps, c'est la frustration de ne pas avoir pu sauver tout le monde, et on comprend, ça c'est quelque chose que le spectateur va partager quand même pendant le film, c'est de se sentir aussi responsable de tous ceux qui n'ont pas pu être sauvés et de ne pas pouvoir en sortir, en fait, psychologiquement. Ça, c'est un petit peu raconté quand même, mais ça aurait pu être un petit peu plus poussé. Voilà. Au risque de me répéter, voilà, c'est un film que j'ai quand même... j'ai passé une bonne séance, mais sans plus. Voilà. Voilà, donc c'était mon avis sur Dune, deuxième partie, et Une vie. Et eh bien, je vous encourage à me partager aussi vos propres avis sur ces deux films. N'hésitez pas, ça m'intéresse de lire voilà, vos opinions, vos arguments autour de ces deux films. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de dialoguer, de faire le débat avec vous, de continuer, de poursuivre la discussion autour des films que je présente. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. J'en profite justement pour vous remercier encore une fois pour ma vidéo sur la zone d'intérêt. Vous avez été nombreux à la suivre et ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu sur la chaîne voilà, une vidéo qui sortait un petit peu du lot. Donc merci encore infiniment pour votre fidélité. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez, c'est très simple. Pour soutenir les films du vendredi, un petit clic suffit, c'est pas grand chose. Donc voilà, juste un petit clic sur s'abonner et ça permet de soutenir les films du vendredi et de garantir au maximum les prochaines vidéos. Et écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la prochaine vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!